Byron Keller descendit du vol de nuit en provenance de Chicago, les yeux irrités et une migraine persistante que 3 tasses de café d'aéroport n'avaient pas réussi à dissiper. 48 heures de déposition l'avaient laissé épuisé, mais il y avait quelque chose de satisfaisant à démanteler des mensonges avec rien d'autre que des mots et des schémas. En tant que linguiste forensique consultant pour des procureurs fédéraux, Byron passait ses journées à analyser des lettres de menaces, des notes de rançon et des communications numériques pour identifier les auteurs et établir leurs intentions. Le travail était méticuleux, souvent fastidieux, mais il grattait une démangeaison dans son cerveau que rien d'autre ne pouvait atteindre. Il faisait cela depuis 8 ans maintenant, depuis qu'il avait quitté son poste de professeur à Northwestern. Le salaire était meilleur, les enjeux plus élevés, et surtout, cela le maintenait affûté. Byron avait toujours cru que le langage révélait la vérité. Chaque choix de mots, chaque structure syntaxique, chaque signe de ponctuation racontait une histoire sur la personne derrière. Son téléphone vibra alors qu'il traversait le terminal de l'aéroport Logan. Un message de sa femme. « Evelyn, appelle-moi quand tu atterris. Tout va bien, tout va bien. » 2 mots qui ne signifiaient absolument rien venant d'Evelyn. Au cours de leurs 12 années de mariage, Byron avait appris à lire entre ces lignes. Tout va bien signifiait qu'elle gérait quelque chose qu'elle ne voulait pas lui imposer. Tout va bien signifiait qu'elle avait déjà pris des décisions sans le consulter. Tout va bien signifiait que les choses n'allaient décidément pas bien. Il appela quand même. Cela sonna 4 fois avant qu'elle ne décroche. « Eh, tu es rentré tôt ?» dit Evelyn. Sa voix portant cette luminosité particulière qu'elle utilisait quand elle feignait la normalité, Byron entendit de la vaisselle s'entrechoquer en arrière-fond. Le vol est arrivé à l'heure pour une fois. « Comment va Emma ?»« Oh, elle va super bien. Elle joue dans le jardin en ce moment avec Santiago. Il est passé pour aider avec ce poteau de clôture dont tu as parlé. » Byron serra la mâchoire. Santiago Webster, le frère cadet d'Evelyn, avait une façon de s'insérer dans leur vie au moment les plus inopportuns. L'homme avait 34 ans, était perpétuellement entre 2 emplois et possédait ce que Byron appelait en privé un charme militarisé. Cette capacité à faire oublier ses échecs aux gens parce qu'il racontait de bonnes histoires et riait au bon moment. « Je pensais qu'on allait engager quelqu'un pour ça. Santiago a proposé « Tu sais comment il est ? Il aime aider. » Ce ton défensif s'insinua dans la voix d'Evelyn, celui qui apparaissait chaque fois que Byron exprimait même un scepticisme modéré à l'égard de sa famille. Byron n'insista pas. Il avait appris cette leçon tôt dans leur mariage. Les Webster formaient une unité serrée. Evelyn, Santiago et leur mère Shirley, qui vivaient dans une communauté de retraités dans le Connecticut. Le père d'Evelyn était mort quand elle avait 16 ans. Et d'une manière ou d'une autre, cette perte avait figé leur dynamique familiale en quelque chose de rigide et tribal. Soit on était avec eux complètement, soit on était l'étranger qui questionnait leurs liens. « Je serai à la maison dans 1 heure », dit Byron. « La circulation est fluide. Conduis prudemment. Je t'aime aussi. » Il raccrocha et resta un moment dans le terminal illuminé par les néons, regardant les voyageurs passer avec leurs valises à roulettes, leurs tasses de café et leurs visages fatigués. Il y avait quelque chose chez Santiago qui l'avait toujours dérangé. Quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Ce n'était pas une seule chose. C'était une accumulation de petits moments qui formaient une somme inquiétante. La façon dont les yeux de Santiago s'attardaient sur les femmes dans les restaurants, les blagues qui allaient juste un peu trop loin, la fois où Byron l'avait surpris en train de fouiller dans leur armoire à pharmacie pendant le dîner de Thanksgiving, prétendant qu'il cherchait juste de l'Advil, mais Evelyn adorait son frère. Elle le voyait comme le garçon qui l'avait aidé à traverser la mort de leur père, qui l'avait fait rire quand leur mère s'était effondrée. Elle ne voyait pas ou refusait de voir ce que Byron voyait. Un homme de 34 ans qui n'avait jamais tenu un emploi plus de 18 mois, qui empruntait de l'argent à leur mère sans jamais le rembourser, qui avait toujours une excuse prête et une histoire pour expliquer ses échecs. Le trajet jusqu'à la maison à travers la banlieue du Massachusetts sembla plus long que d'habitude. Byron vivait à Wellesley, dans l'un de ces quartiers où les maisons avaient des noms plutôt que des numéros. La maison Preston, le manoir Willowbrook. La leur s'appelait Northfield Cottage. Bien qu'il n'y ait rien de cottage dans cette coloniale de 4 chambres, avec sa pelouse manucurée et ses jardins paysagés professionnellement, Evelyn avait hérité d'argent à la mort de son père, une police d'assurance vie assez substantielle pour rendre leur vie confortable. Le revenu de Byron était important, mais la maison, l'école privée pour Emma, le mode de vie qu'il maintenait, cela provenait en grande partie de l'héritage d'Evelyn. C'était quelque chose dont aucun d'eux ne parlait,
Mais Byron sentait parfois ce subtil déplacement de pouvoir quand des décisions financières devaient être prises. Il s'engagea dans l'allée et vit le camion de Santiago garé de travers, occupant l'espace qui aurait dû être le sien. Son beau-frère émergea de l'arrière-cour, essuyant ses mains sur son jean. Santiago était grand et mince, avec le genre de beauté décontractée qui faisait que les gens lui faisaient confiance immédiatement. Il avait les cheveux noirs d'Evelyn et le sourire facile de leur père, Byron. « Mon vieux, tu es rentré tôt ?» Santiago traversa la pelouse, la main tendue. Comment était Chicago? Byron serra sa main, notant la poigne ferme qui dura juste une seconde de trop. Productif, merci d'aider avec la clôture, et la famille. Hein? Le sourire de Santiago était large et chaleureux. Emma m'a aidé. La gamine a un bon bras? On a lancé la balle. Où est-elle? À l'intérieur avec Eve, en train de se nettoyer pour le dîner. Santiago baissa la voix d'un air conspirateur. Écoute, je voulais te demander quelque chose. Tu as toujours des contacts au bureau du procureur? Je pense à retourner à l'école. Entrer dans les forces de l'ordre bébé. Je me disais que tu connaissais peut-être des gens qui pourraient m'orienter. Byron avait entendu des variations de cette conversation auparavant. Les aspirations professionnelles de Santiago changeaient avec les saisons. L'année dernière, c'était l'immobilier. Avant cela, l'entraînement personnel. Je peux passer quelques appels, dit Byron. Sachant qu'il ne le ferait pas, j'apprécie. Mon vieux, vraiment, Santiago lui tapa sur l'épaule. Je devrais y aller? À plus tard. Je la verrai jeudi pour le déjeuner. Byron le regarda s'éloigner en voiture, puis entra dans la maison. Ça sentait l'ail et la tomate. La sauce pour pâtes d'Evelyn. La seule recette qu'elle maîtrisait. Emma accourut de la cuisine, ses cheveux noirs volant derrière elle. Elle avait 7 ans. Petite pour son âge, avec les yeux expressifs d'Evelyn et la tendance de Byron à observer avant de parler. « Papa !» Elle se heurta à ses jambes et il la souleva. « Coccinelle. Comment s'est passée ta journée? Bien. Oncle Santiago m'a appris sur les oiseaux. Tu savais que les corbeaux peuvent se souvenir des visages pendant des années et des années? Je ne savais pas ça. Il t'a dit qu'ils peuvent aussi garder rancune. Emma gloussa. C'est idiot. Byron la posa et elle courut vers la cuisine. Il la suivit et trouva Evelyn à la cuisinière. Ses cheveux relevés en queue de cheval, elle se tourna et sourit. Et pendant un moment, elle ressembla exactement à la femme qu'il avait épousée avant l'héritage, avant la maison à Wellesley, avant que Santiago ne devienne un habitué de leur vie. « Comment était le vol ?» demanda-t-elle. « Bien, sans incident. » Il se dirigea vers le casier à vin et choisit une bouteille de rouge. Santiago semble en forme. Il est vraiment en train de se reprendre. Byron. Il est sobre depuis 3 mois. Byron s'arrêta en train d'ouvrir le vin. Sobre et je ne savais pas qu'il avait un problème. Le visage d'Evelyn se crispa. Ce n'était pas vraiment un problème. Il traversait juste une période difficile, mais il va mieux maintenant. Il va à des réunions. C'était une information nouvelle. Et cela dérangeait Byron de l'apprendre seulement maintenant. Quel genre de réunion? Ah, et de la thérapie. Maman l'aide à payer pour ça. Evelyn remua la sauce avec plus de force que nécessaire. Je sais que tu es sceptique à propos de Santiago. Mais il essaie vraiment... Byron versa 2 verres de vin et en tendit un à Evelyn. Je ne suis pas sceptique. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. Il va bien. Et Emma adore l'avoir autour. C'est bon pour elle d'avoir de la famille à proximité. Ils dînèrent en famille, Emma babillant sur sa journée à l'école, sur les corbeaux que lui avait appris oncle Santiago, sur sa meilleure amie Mia qui allait avoir un chiot. Byron écouta, hocha la tête et essaya d'ignorer la petite voix au fond de son esprit qui insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie et qu'Evelyn regardait son documentaire sur les vrais crimes dans le salon, Byron s'assit dans son bureau à domicile et ouvrit son ordinateur portable. Il se dit qu'il était juste minutieux, qu'il satisfaisait sa curiosité, mais ses doigts se déplacèrent sur le clavier avec détermination, accédant à des bases de données auxquelles il avait accès grâce à son travail de consultant. Santiago Webster, date de naissance 15 mars 1991. Byron cliqua sur des registres publics, des dossiers judiciaires, tout ce qui pourrait expliquer l'inquiétude qui s'était accumulée dans sa poitrine toute la soirée. Il y avait un DUI de 2 ans auparavant, une petite poursuite d'un propriétaire, une arrestation pour ivresse publique qui avait été classée sans suite. Rien de majeur, rien qui expliquerait pourquoi ses instincts lui criaient de faire attention. Il ferma l'ordinateur et s'assit dans l'obscurité de son bureau, écoutant les bruits de sa maison qui s'installait pour la nuit. Quelque part dans les murs, un tuyau grinça, dans le couloir,
La veilleuse d'Emma projetait une lueur pâle sous sa porte. « Tout va bien », avait dit Evelyn. Mais Byron Keller avait bâti sa carrière sur la compréhension que ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient y dire étaient souvent deux choses très différentes. L'appel arriva un mardi matin pendant que Byron était à San Diego. Assis dans une conférence préliminaire, au procès qui traînait depuis 3 heures, son téléphone vibra contre la table de conférence et il baissa les yeux pour voir un numéro inconnu avec l'indicatif 617. Boston. Il le laissa aller à la messagerie vocale, s'excusa auprès de l'équipe juridique et sortit dans le couloir. Le message vocal lui glaça le sang. « Monsieur Keller, c'est Rebecca Morrison du service des urgences de l'hôpital général du Massachusetts. Votre fille Emma a été admise il y a environ 2 heures avec des blessures graves. Votre femme est avec elle maintenant? Veuillez nous rappeler immédiatement à ce numéro. » Les mains de Byron tremblèrent tandis qu'il composait. Le monde se rétrécit à un point. La musique d'attente de l'hôpital, les lumières fluorescentes au-dessus de lui, la voix de la femme quand elle décrocha enfin. « Monsieur Keller, je vous transfère au Dr Chen. Il traite votre fille. » Une autre attente. Puis une voix masculine, calme et professionnelle. « Monsieur Keller, je suis le Dr Michael Chen. Emma est stable, mais elle a subi des blessures importantes. Elle a 3 côtes cassées, une hémorragie interne à l'abdomen et des contusions sévères. Nous avons arrêté l'hémorragie interne, mais nous la surveillons de près. Que s'est-il passé ?» La voix de Byron ne ressemblait pas à la sienne. « Votre femme pourra vous donner plus de détails sur l'incident. Emma est sédatée pour le moment, mais ses signes vitaux sont stables. Nous la garderons en soins intensifs pédiatriques pour observation. Je suis à San Diego. Je peux être là dans 6 heures. Votre femme a mentionné que vous voyagiez. Nous prendrons bien soin d'elle jusqu'à votre arrivée. Monsieur Keller ?» Byron raccrocha et appela immédiatement Evelyn. Elle répondit à la première sonnerie, sa voix brisée. « Byron. C'est... Elle va bien. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Que s'est-il passé ?»« Evelyn. Que diable s'est-il passé ? Une voiture ? Elle jouait dans le jardin devant et une voiture a tourné au coin trop vite et l'a heurtée. Oh mon Dieu, Byron. J'étais à l'intérieur juste 1 minute. Je lui préparais une collation. » Sa voix se dissolut dans sanglots. Byron ferma les yeux et essaya de penser au-delà de la panique qui surgissait dans ses veines. Ont-ils attrapé le conducteur ? Non. Ils sont partis. Quelqu'un a appelé le 911 et j'ai entendu les sirènes. Et Byron. Il y avait tant de sang. Je prends le prochain vol. Je serai là le plus vite possible. Reste avec elle. Ne la laisse pas seule. Je ne le ferai pas. Je promets. Dépêche-toi. Les 6 heures suivantes furent un flou d'aéroports et d'anxiété. Byron appela sa mère dans l'Ohio qui promit de prier. Il appela son patron et expliqua la situation. Il s'assit dans des chaises inconfortables d'aéroport et fixa son téléphone en attendant des mises à jour qui arrivaient sporadiquement par texto d'Evelyn. Toujours stable ? Elle dort. Le médecin dit que l'opération s'est bien passée. Elle a serré ma main. Elle sait que je suis là. Byron atterrit à Logan à 20h30 et conduisit directement à Mass General, abandonnant sa voiture de location dans une zone de chargement et courant à travers les portes automatiques de l'hôpital. Les soins intensifs pédiatriques étaient au 4e étage. Il trouva Evelyn dans la salle d'attente, le visage pâle et tendu, les yeux rougis par les larmes. Ils s'étreignirent, sans parler, puis Evelyn le mena à la chambre d'Emma. Rien n'aurait pu le préparer à voir sa fille comme ça. Emma paraissait incroyablement petite sur le lit d'hôpital, connectée à des machines qui bipaient et ronronnaient. Son visage était contusionné, son bras dans un plâtre, sa poitrine enveloppée de bandages. Byron sentit quelque chose se briser en lui. Il tira une chaise près du lit et prit la petite main d'Emma dans la sienne. Ses yeux étaient fermés, sa respiration régulière mais superficielle. Evelyn s'assit de l'autre côté, caressant les cheveux d'Emma. « Le médecin a dit qu'elle avait de la chance », murmura Evelyn. Si la voiture l'avait heurtée plus fort, elle n'arriva pas à finir la phrase. Byron resta assis là pendant 1 heure, peut-être plus, juste à regarder Emma respirer. Des infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux, ajustant les médicaments. Le Dr Chen passa et expliqua à nouveau l'étendue des blessures, utilisant des termes comme traumatisme contondant et hémorragie péritonéale qui donnaient à Byron envie de fracasser un mur. « Elle est jeune et résiliente », dit le docteur. Les enfants guérissent remarquablement bien, mais elle aura besoin de temps et de repos. Vers minuit, les yeux d'Emma papillotèrent. Elle regarda Byron, puis Evelyn, puis de nouveau Byron. Sa bouche bougea, mais aucun son n'en sortit d'abord. Evelyn attrapa le gobelet d'eau avec sa paille coudée. « Bébé, n'essaie pas de parler. Tu vas bien ?»
Papa est là maintenant. Mais Emma regardait Byron avec une intensité qui semblait inappropriée pour une enfant de 7 ans sous médicaments contre la douleur. Ses yeux se déplaçaient délibérément. Un long clignement, un court clignement, un autre long clignement. Byron se figea. L'année précédente, quand Emma avait exprimé de l'intérêt pour les codes secrets et les jeux d'espions, Byron lui avait appris le code Morse. Il l'avait pratiqué pendant des semaines, clignant des codes l'un à l'autre à travers la table du dîner, tapotant des messages sur la vitre de la voiture pendant les longs trajets. Ça avait été un jeu, une façon de créer un lien, une utilisation de ses compétences linguistiques qui ravissait sa fille. Emma cligna à nouveau, délibérément, lentement. Yen. La respiration de Byron s'arrêta. Hier. Sa main se serra sur celle d'Emma. Me, Mom, nous. Les yeux d'Emma se verrouillèrent sur ceux de son père. Suppliants. Terrifié et courageux à la fois, Byron cligna en retour, lentement, soigneusement. Daddy understands. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais elle parvint à un minuscule hochement de tête avant que ses paupières ne s'abaissent et qu'elle ne dérive à nouveau dans un sommeil médicamenteux. Byron resta parfaitement immobile. Son esprit bouillonnait, mais son corps était devenu froid et calme, comme quand il travaillait sur une affaire. Quand il avait besoin d'être analytique plutôt qu'émotionnel, Evelyn ajustait encore la couverture d'Emma, murmurant de douces rassurances à leur fille endormie. « Evelyn, » dit Byron calmement, « j'ai besoin de te parler dans le couloir. Je ne veux pas la laisser. Juste une minute, s'il te plaît ?» Ils sortirent dans le corridor. Byron garda la voix basse et mesurée. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé depuis le début. » Evelyn croisa les bras sur elle-même. « Je t'ai dit, elle jouait dans le jardin devant... » J'étais à l'intérieur en train de lui préparer une collation. J'ai entendu des pneus crisser, et puis Emma crier, et j'ai couru dehors, et elle était... Sa voix se brisa. Elle était juste allongée là. Où était Santiago? Evelyn cligna des yeux. Quoi? Santiago n'était pas là. Tu as dit qu'il passait beaucoup ces derniers temps. Il était passé plus tôt, mais il est parti avant que ça arrive. Vers midi. Pourquoi tu demandes pour Santiago? Byron regarda le visage de sa femme. La confusion... La défensivité se formant déjà au bord, il pensa aux yeux d'Emma, au clignement délibéré, au message que sa fille de 7 ans avait risqué tout pour lui envoyer. Aucune raison, dit-il enfin, j'essaie juste de comprendre. Est-ce que quelqu'un a vu la voiture? A pris la plaque d'immatriculation? Non? La police a demandé aux voisins, mais personne n'a vu quelque chose d'utile. Ça s'est passé si vite? Byron hocha lentement la tête. D'accord, retournons-y. Je ne veux pas qu'elle se réveille seule. Ils retournèrent dans la chambre d'Emma et Byron reprit sa position dans la chaise près de son lit. Evelyn finit par somnoler dans le fauteuil inclinable que les infirmières avaient apporté, mais Byron resta éveillé, regardant sa fille respirer, son esprit analysant les implications de ce qu'elle lui avait dit. Oncle a fait mal, maman savait, Santiago avait blessé Emma, et d'une manière ou d'une autre, Evelyn le savait ou l'avait couvert, ou avait aidé à monter l'histoire du délit de fuite. La rage qui emplissait Byron était froide et précise. Elle ne le faisait pas trembler ou crier, elle le faisait réfléchir, elle le faisait planifier, parce que si Santiago Webster avait blessé sa fille, et si Evelyn avait protégé son frère au lieu d'Emma, alors Byron allait incendier tout leur monde. Mais il le ferait soigneusement, méthodiquement. Il rassemblerait des preuves et construirait un dossier et s'assurerait absolument que quand la justice viendrait pour Santiago, il n'y aurait pas d'échappatoire. Byron sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. Il commença à documenter tout. Heure, dates, conversations. Incohérence dans l'histoire d'Evelyn. Il pensa aux visites de Santiago, à son accès à leur maison, à la façon dont Emma était devenue plus silencieuse ces derniers mois. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien Byron avait-il manqué pendant qu'il voyageait pour le travail? Faisant confiance à sa femme pour garder leur fille en sécurité, le soleil se leva sur Boston et la lumière filtra à travers la fenêtre de l'hôpital. Emma remua mais ne se réveilla pas. Evelyn s'étira et alla chercher du café. Byron resta assis dans la chaise et fit une promesse à sa fille endormie. Quoi qu'il en coûte, aussi longtemps que cela prenne, Santiago Webster paierait pour ce qu'il avait fait. Et avant que Byron n'ait fini, le monde entier saurait exactement quel genre de monstre Evelyn avait protégé. Byron passa 3 jours à l'hôpital avant que les médecins ne autorisent Emma à rentrer à la maison. Pendant ces 72 heures, il sourit quand il était censé sourire, hocha la tête quand Evelyn parlait de la chance qu'ils avaient eue et maintint la façade prudente d'un père préoccupé en train de traiter un traumatisme. Mais chaque moment libre, il travaillait
Il commença par les preuves physiques. Le deuxième jour, pendant qu'Evelyn rentrait à la maison pour se doucher et se changer, Byron marcha dans le quartier où l'accident était supposé s'être produit. Il portait une casquette de baseball enfoncée et gardait les mains dans les poches, étudiant la rue avec l'œil analytique qu'il avait développé au fil des années de travail forensique. La maison des Keller se trouvait dans une rue résidentielle calme, avec une légère courbe. La limite de vitesse était de 40 km/h, les jardins étaient ouverts, les maisons reculées de la route avec de vieux arbres et des pelouses manucurées. Si une voiture avait tourné dans cette courbe assez vite pour causer le genre de dommage qu'Emma avait subi, quelqu'un l'aurait entendu? Quelqu'un l'aurait vu? Byron frappa aux portes. Il se présenta comme le père d'Emma, expliqua ce qui s'était passé et demanda si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ce jour-là. Madame Patricia Yates, 3 maisons plus bas, l'invita pour un café et dit qu'elle avait été chez elle tout l'après-midi. Elle n'avait entendu aucun accident de voiture, pas de crissement de pneus, pas de commotion jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Une chose si terrible, dit-elle en secouant la tête. Mais vous savez, j'ai vu Santiago plus tôt ce jour-là. Il est passé vers l'heure du déjeuner. Je remarque toujours son camion à cause de ce pot d'échappement bruyant. L'avez-vous vu partir? Non. Mon cher, j'étais en train de regarder mon émission. Elle marqua une pause. C'est votre beau-frère? N'est-ce pas? Un jeune homme si charmant. Il fait toujours signe bonjour? Byron la remercia et continua. 4 maisons de plus, 4 conversations de plus. Personne n'avait vu un délit de fuite, personne n'avait entendu quelque chose correspondant à l'histoire d'Evelyn. Mais 2 autres voisins mentionnèrent avoir vu le camion de Santiago ce jour-là. Byron rentra à l'hôpital et trouva Emma éveillée, ses yeux le suivant alors qu'il entrait dans la chambre. Evelyn lisait un magazine dans le fauteuil du coin. Byron embrassa le front d'Emma et s'assit près de son lit. « Comment te sens-tu »« Coccinelle, fatiguée » murmura Emma. Sa voix était rauque à cause du tube respiratoire qu'ils avaient de retirer la veille. « C'est normal. Repose-toi autant que tu en as besoin. » Byron jeta un coup d'œil à Evelyn, qui était absorbée par son magazine. Il se pencha plus près d'Emma et cligna lentement. T-I-L-L-L. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement. Puis, elle fit le plus infime hochement de tête. Ce soir-là, Byron utilisa des contacts qu'il réservait normalement aux affaires de fédéral. Il avait un ami à la police d'État du Massachusetts, le détective Rod Fuentes, qui lui devait une faveur. Byron avait aidé à craquer une affaire de chantage 2 ans auparavant en identifiant l'auteur de lettres de menace. Maintenant, il appelait cette dette « J'ai besoin de vidéos de caméras de circulation », dit Byron au téléphone. Debout dans le garage de l'hôpital où il pouvait parler librement, « Ma fille a été heurtée par une voiture, délit de fuite. » « Mais quelque chose ne colle pas. Tu as déposé un rapport ?» demanda Fuentes. « Ma femme l'a fait. »« Mais Rod, j'ai besoin de voir les vidéos moi-même. Peux-tu les obtenir pour moi ?» Hors des livres. Une pause. « Byron, tu sais que je ne peux pas juste te donner des preuves d'une enquête ouverte ? C'est ma fille. Rod, s'il te plaît. » Une autre pause. Plus longue cette fois. « Je verrai ce que je peux faire. » Quelle intersection ? Byron lui donna les détails, y compris l'heure approximative de l'incident d'après la déclaration d'Evelyn. Fuentes promit de rappeler dans les 24 heures. Le lendemain matin, le Dr Chen autorisa Emma à sortir avec une longue liste de restrictions et de rendez-vous de suivi. Byron porta sa fille à la voiture pendant qu'Evelyn s'affairait avec des oreillers et des couvertures sur la banquette arrière. Emma ne pesait presque rien dans ses bras, son petit corps fragile d'une manière qui faisait mal à la poitrine de Byron. À la maison, Byron installa la récupération d'Emma dans le salon plutôt qu'à l'étage. Il arrangea des oreillers sur le canapé, installa sa tablette avec des écouteurs, positionna de l'eau et des collations à portée de main. Evelyn rôdait, ajustant des choses que Byron avait déjà ajustées, son anxiété se manifestant par un mouvement constant. Santiago appela cet après-midi-là. Byron entendit la voix d'Evelyn depuis la cuisine, lumineuse, rassurante. « Elle va beaucoup mieux, Sammy ?»« Oui, tu peux venir la voir. Peut-être demain. Elle adorerait te voir. » Byron sentit sa mâchoire se serrer. Il entra dans la cuisine où Evelyn faisait les 100 pas avec le téléphone pressé contre son oreille. « En fait, » dit Byron assez fort pour que Santiago l'entende à travers le téléphone, « Emma a besoin de se reposer. Pas de visiteurs pendant au moins 1 semaine. Ordre du médecin. » Evelyn couvrit le téléphone. « Byron, c'est son oncle. Pas de visiteurs. Elle a besoin de repos et de calme. » L'expression d'Evelyn se durcit, mais elle relaya le message à Santiago. Quand elle raccrocha, elle se tourna vers Byron avec une colère à peine contrôlée. « Tu n'avais pas besoin d'être grossier. » Il s'inquiétait beaucoup. «
Elle a besoin de guérir, pas de distraction. Santiago n'est pas une distraction, c'est la famille. Evelyn. La voix de Byron coupa sa protestation. Emma a failli mourir. Je ne prends aucun risque avec sa récupération. Pas de visiteur signifie pas de visiteur. Ils se fixèrent de part et d'autre de l'îlot de cuisine. Finalement, Evelyn détourna le regard. « D'accord, mais tu es déraisonnable. » Byron n'argumenta pas. Il retourna au salon où Emma était éveillée, ses yeux le suivant. « Maman est partie, » murmura-t-elle. Byron vérifia. Evelyn s'était retirée à l'étage. Il pouvait entendre l'eau couler. Elle prenait un bain, quelque chose qu'elle faisait quand elle était contrariée. Il s'assit au bord du canapé et prit la main d'Emma. « Raconte-moi ce qui s'est passé. Coccinelle. » Tout. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « J'ai peur. »« Papa. »« Je sais, mais je suis là maintenant. Et je vais m'assurer que tu es en sécurité. Je promets. Peux-tu me le dire ?» Elle hocha lentement la tête. Oncle Santiago est venu. Maman a dit qu'il allait aider avec les travaux de jardin, mais ensuite maman a dû aller au magasin et elle m'a laissé avec lui. Le poing de Byron se serra, mais il garda la voix douce. Que s'est-il passé quand elle est partie? Il m'a emmené à l'intérieur. Il a dit qu'on allait jouer un jeu, mais ce n'était pas un bon jeu. Papa? La voix d'Emma se brisa. Il m'a poussé dans les escaliers du sous-sol. Il a dit que c'était un accident. Mais il m'a poussé. J'ai senti ses mains. Une rage blanche et brûlante inonda le système de Byron. Il se concentra sur la respiration, sur le fait de rester calme pour Emma. Maman est rentrée. Oui. Je pleurais et oncle Santiago criait que j'étais tombée, que j'étais maladroite. Mais papa, je ne suis pas tombée. Il m'a poussée. Les larmes coulaient sur le visage contusionné d'Emma. Maman m'a vue et elle a eu vraiment peur. Elle a dit qu'il fallait appeler le 911. Mais oncle Santiago n'arrêtait pas de dire que j'étais juste tombée, que je jouais et que j'avais glissé. Qu'a fait maman? Emma Oqueta, elle m'a dit de dire qu'une voiture m'avait heurté. Elle a dit que si je disais la vérité, oncle Santiago aurait des ennuis et partirait pour toujours et que ça ferait mal à mamie Shirley. Elle a dit qu'oncle Santiago avait fait une erreur et que tout le monde fait des erreurs et que je devrais juste dire que la voiture m'avait heurté. Byron sentit quelque chose se briser complètement en lui. Maman a dit autre chose. Elle a dit que tu serais fâché si tu savais qu'oncle Santiago m'avait blessé. Elle a dit que tu n'aimais déjà pas oncle Santiago et que ça rendrait tout pire. Elle a dit que c'était mieux si on disait juste que c'était un accident de voiture et que tout pourrait revenir à la normale. Et tu as dit d'accord? J'avais peur. Papa. Et ça faisait si mal. Je voulais juste que l'ambulance vienne. De nouvelles larmes coulèrent. Mais quand tu es venu à l'hôpital, je savais que je devais te dire la vérité, même si maman se fâche. Byron serra Emma aussi près qu'il l'osait sans lui faire mal. « Tu as bien fait, Coccinelle. Tu as été si courageuse, et je ne suis pas fâché contre toi. Pas du tout. Tu comprends? Rien de tout ça n'est ta faute. Est-ce que oncle Santiago va aller en prison? » « Oui, » dit Byron calmement. « Je vais m'en assurer. Et maman ?» Cette question fit plus mal que tout. Byron se recula et regarda le visage de sa fille. Si jeune, si blessée, si confuse de pourquoi sa mère lui avait demandé de mentir. « Je ne sais pas encore, » dit Byron honnêtement. « Mais je te promets, Emma, tu ne seras plus jamais en danger. Jamais. Peu importe ce que je dois faire. » Emma hocha la tête et ferma les yeux. En quelques minutes, elle était endormie. Épuisée par la conversation, Byron resta assis là à la regarder respirer. Son esprit calculant et planifiant, Evelyn avait couvert l'agression de Santiago sur leur fille. Elle avait coaché Emma pour mentir aux médecins et à la police. Elle avait choisi son frère plutôt que la sécurité et la justice d'Emma. La trahison était si complète, si dévastatrice que Byron pouvait à peine la traiter. C'était la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, la femme avec qui il avait construit une vie, et elle avait regardé leur fille de 7 ans dans les yeux et lui avait dit de mentir sur le fait d'avoir été maltraitée. Le téléphone de Byron vibra. Un message de Rod Fuentes. « J'ai les vidéos, tu ne vas pas aimer, on peut se rencontrer ?» Byron tapa en retour. « Demain matin ?»« Chez moi, Natal. » Merci. Il passa le reste de la soirée à jouer le rôle du mari attentionné. Il prépara le dîner, vérifia Emma, parla à Evelyn sur des tons neutres sur les médicaments et les rendez-vous médicaux. Elle semblait soulagée qu'il n'argumente plus. Que les choses se stabilisent en routine, elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Cette nuit-là, après qu'Evelyn fut endormie, Byron alla dans son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il commença un nouveau document et le titra simplement « Preuve ». Puis il tapa tout ce qu'il savait, tous ceux à qui il avait parlé,
chaque incohérence dans l'histoire d'Evelyn. Demain, il verrait les vidéos des caméras de circulation. Demain, il commencerait à construire le dossier qui mettrait Santiago Webster derrière les barreaux. Et après ça, Byron déciderait quoi faire de la femme qui dormait à l'étage et qui avait choisi son frère plutôt que la vérité de leur fille. Il travailla jusqu'à 3 heures du matin, compilant des données, croisant des chronologies, traçant une stratégie. C'était ce qu'il faisait pour vivre. Il trouvait des schémas, identifiait des tromperies, construisait des dossiers étanches à partir du langage et des preuves. Maintenant, il allait le faire pour Emma. Rod Fuentes arriva à 9 heures précises, portant un ordinateur portable et un dossier épais de documents. C'était un homme grand, dans la quarantaine, avec des tempes grisonnantes et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu trop de noirceur humaine. Byron le rencontra à la porte et le mena à son bureau à domicile, vérifiant d'abord qu'Evelyn était occupée avec Emma dans le salon. « Café ?» offrit Byron. « J'en ai déjà eu 3 tasses. Allons-y directement ?» Rod installa son ordinateur sur le bureau de Byron et ouvrit un fichier vidéo. C'est de la caméra de circulation à l'intersection de Cedar et Highland. À environ 2 pâtés de maison de chez toi, j'ai tiré les vidéos de midi à 14 heures le jour de l'incident. Byron se pencha en avant pendant que Rod lançait la lecture. L'écran montrait une vue d'oiseau de l'intersection. Des voitures passaient à intervalles normaux. Rien d'inhabituel. « Regarde ici !» dit Rod en pointant le timestamp. C'est à peu près quand ta femme a appelé le 911 d'après le journal de dispatching. Byron regarda quelques voitures passer l'intersection. Aucune ne roulait vite. Aucune ne montrait de signe d'avoir juste heurté un enfant. Il n'y a pas de délit de fuite sur ces vidéos, dit Byron lentement. Non, il n'y en a pas. Rod avança rapidement. J'ai vérifié toutes les caméras dans un rayon d'1 kilomètre. Aucun véhicule correspondant à la description de ta femme. Aucun signe d'accident. Aucun comportement de conduite erratique. Byron, si une voiture a heurté ta fille, ce n'est sur aucune caméra de la zone. Montre-moi le camion de Santiago Webster. Rod ouvrit un autre clip. C'est de plus tôt ce jour-là, Isidore Quartitres. Il pointa un pick-up argenté qui tournait sur Cedar Street en direction de la maison des Keller. C'est son camion? Hein? Byron hocha la tête, reconnaissant le véhicule et la porte passager cabossée que Santiago n'avait jamais pris la peine de réparer. Maintenant, regarde ça. Rod avança à un autre timestamp. 30 Fiambio. En train de quitter ton quartier, le même camion s'éloignant de la direction de la maison de Byron, vitesse normale. Rien d'inhabituel? 15 minutes avant que ta femme appelle le 911, dit Byron. Exactement. Rod ferma l'ordinateur et regarda Byron avec de la sympathie dans les yeux. Je suis désolé, mon vieux, mais les preuves de circulation ne soutiennent pas un délit de fuite. Et quand tu ajoutes ça à la nature des blessures de ta fille, il sortit un rapport médical de son dossier. J'ai une copie des notes des urgences, le schéma des blessures, les côtes cassées, l'hémorragie interne, les contusions. C'est plus cohérent avec une chute ou un impact direct. Pas une collision avec un véhicule. Byron s'adossa dans sa chaise. Tu dis qu'Emma n'a pas été heurtée par une voiture. Je dis que les preuves suggèrent que quelque chose d'autre s'est passé. Quoi? Je ne sais pas. Mais Byron, si tu soupçonnes de la maltraitance ou une agression, tu dois le rapporter officiellement. Je ne peux pas enquêter ça hors des livres. J'ai besoin de plus de preuves d'abord. Quelque chose de solide? Qu'est-ce que tu vas faire? Byron rencontra les yeux de son ami. Tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. Rod hésita, puis sortit une clé USB de sa poche et la posa sur le bureau. C'est une copie de tout ce que j'ai tiré. Caméra de circulation. Le rapport médical. Le rapport initial de police que ta femme a déposé. Officiellement, je ne te l'ai jamais donné. Compris? Compris? Merci. Rod. Après le départ de Fuentes, Byron s'assit dans son bureau avec la porte verrouillée, examinant chaque fichier sur la clé USB. Les preuves étaient circonstancielles, mais accablantes. Pas de délit de fuite sur caméra, le camion de Santiago partant juste avant l'appel au 911. Des blessures médicales cohérentes avec une chute dans les escaliers, pas un impact de véhicule, mais ce n'était pas assez. Pas encore. Byron avait besoin de preuves concrètes que Santiago avait poussé Emma. Il avait besoin de preuves qui tiendraient au tribunal, qui convaincraient les procureurs de porter plainte, qui mettraient Santiago en prison. Et il avait besoin de comprendre à quel point la complicité d'Evelyn était profonde. Byron passa la semaine suivante à jouer 2 rôles. Pour Evelyn, il était le mari soutenant, stressé mais tenant le coup. Pour Emma, pendant les brefs moments où ils étaient en haut seuls, il était l'enquêteur, recueillant son témoignage en détail, enregistrant ses déclarations sur son téléphone, documentant tout.
Il commença aussi à documenter discrètement le comportement d'Evelyn, la façon dont elle se tendait chaque fois que Byron mentionnait d'appeler la police pour des questions de suivi, la façon dont elle changeait légèrement son histoire entre les récits. D'abord, la voiture était bleue, puis de couleur sombre, puis peut-être noire, la façon dont elle le décourageait de creuser plus, disant que ça contrarierait Emma de remuer ça. Au 8e jour de la récupération d'Emma, Santiago appela à nouveau. Byron écouta depuis le couloir, tandis qu'Evelyn répondait « Hé, Sammy, non !» Byron est toujours bizarre avec les visiteurs. « Je sais, je suis désolé. Elle va mieux. Elle est debout et se déplace. Peut-être la semaine prochaine ?»« D'accord, j'essaierai de lui parler. Je t'aime aussi ?» Byron entra dans la cuisine. C'était Santiago. Evelyn sursauta légèrement. « Oui !» Il voulait juste vérifier pour Emma. « Il peut m'appeler directement s'il veut des mises à jour. » Byron. Pourquoi tu es comme ça ? C'est la famille. Il tient à elle ? Vraiment ? Byron laissa la question planer entre eux. Le visage d'Evelyn rougit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça semble étrange qu'il ne soit pas venu du tout. La plupart des gens pousseraient plus pour voir une nièce qui a été gravement blessée. Tu lui as dit qu'il ne pouvait pas visiter et il a juste accepté. Il n'a même pas essayé. Si c'était ma nièce, j'arriverais au moins avec des fleurs ou une carte. Quelque chose. Il respecte les limites. Contrairement à certains, Evelyn attrapa son sac. « Je vais à la pharmacie chercher le renouvellement d'Emma. Tu seras bien ici 1 heure ? » On sera bien. Après son départ, Byron alla voir Emma. « J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Est-ce que oncle Santiago t'a déjà blessé avant ? » Avant le sous-sol. Emma se mordit la lèvre. Parfois, il me serrait le bras trop fort quand on jouait, et une fois, il m'a poussé de la balançoire au parc. Maman a dit qu'il était juste brusque parce qu'il n'a pas d'enfant et ne connaît pas sa force. Maman l'a vu te pousser de la balançoire ? Oui, elle lui a dit d'être plus prudent. Byron sentit sa tension artérielle monter. Autre chose. Il me faisait des compliments bizarres, comme sur mes cheveux ou ma robe. Ça me mettait mal à l'aise. Tu l'as dit à maman ? Une fois, elle a dit qu'oncle Santiago était juste gentil et que je devrais dire merci. Byron ajouta tout à son dossier croissant. Un schéma de comportement inapproprié. Des contacts escaladants, des violations de limites. Et Evelyn avait minimisé ou ignoré tout ça. Ce soir-là, Byron prit une décision. Il appela son avocate, une femme nommée Tracy Bull. Spécialisée en droit familial, il expliqua la situation soigneusement. Cliniquement, comme il présenterait des preuves dans une déposition, vous devez demander une garde d'urgence, dit Tracy immédiatement. Si votre femme a coaché votre fille pour mentir sur une maltraitance, c'est de la mise en danger d'enfant. Documentez tout, enregistrez les conversations si vous pouvez. Le Massachusetts est un État à consentement des 2 parties pour les enregistrements, mais vous pouvez prendre des notes contemporaines et pour Santiago, déposer un rapport de police avec la vraie histoire. Utilisez le témoignage de votre fille. Les vidéos des caméras de circulation soutiendront que le délit de fuite n'a pas eu lieu. Une fois que la police commence à enquêter, ils trouveront plus. Qu'entendez-vous par plus ? Tracy marqua une pause. Byron. Des types comme ça, ce n'est généralement pas leur première fois. Si Santiago a agressé votre fille et que votre femme l'a couvert, il y a probablement plus. Parlez à la police. Laissez-les fouiller son passé. Byron la remercia et raccrocha. Puis, il s'assit dans son bureau et fixa les preuves étalées sur son bureau. Demain, il irait à la police ? Demain, il commencerait le processus officiel qui déchirerait sa famille. Mais ce soir, il vérifia Emma une dernière fois. Elle dormait paisiblement, sa respiration régulière, son petit visage détendu. Byron embrassa son front et fit une autre promesse silencieuse. La justice arrivait pour Emma, pour tout autre enfant que Santiago pourrait avoir blessé, et pour Evelyn, Byron ne savait pas encore, mais elle affronterait des conséquences pour avoir choisi son frère plutôt que la sécurité de leur fille. Le lendemain matin, Byron conduisit au département de police de Cambridge et demanda à parler à un détective au sujet de maltraitance d'enfants. On le mit dans une petite salle d'interrogatoire avec des murs gris et une table éraflée. Le détective Gino Metaf arriva 15 minutes plus tard. Un homme trapu dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et un bloc-notes. « Monsieur Keller, je comprends que vous voulez rapporter une agression sur votre fille. » Byron raconta l'histoire du début à la fin, les blessures d'Emma, l'hôpital, la conversation en code morse, son témoignage sur Santiago qui l'avait poussé, Evelyn qui l'avait coaché pour mentir. Il montra à Metaf les vidéos des caméras de circulation, les dossiers médicaux, sa documentation de tout. Metaf écouta sans interrompre, prenant des notes. Quand Byron finit, le détective s'adossa et l'étudia. « C'est sérieux. Monsieur Keller ?»
Vous accusez votre beau-frère d'agresser un enfant et votre femme d'obstruction. Vous comprenez les implications? Je comprends, mais ma fille m'a dit la vérité et je la crois. Nous devrons interroger Emma avec un psychologue pour enfants présents. Je m'y attendais. Quand? Je l'organiserai pour demain. En attendant, je vais ouvrir une enquête sur Santiago Webster. Vérifier son passé, voir s'il y a des antécédents ou des plaintes. Metaf se pencha en avant. Monsieur Keller, votre femme sait-elle que vous êtes ici? Non. Vous devriez considérer ce qui se passera quand elle le découvrira. Je sais exactement ce qui se passera. Mais ma priorité est de protéger ma fille. Metaf hocha lentement la tête. D'accord. Nous serons en contact dans les 24 heures. En attendant, ne confrontez pas Santiago ni ne l'informez de l'enquête. Laissez-nous gérer. Byron accepta et quitta le poste de police, se sentant à la fois soulagé et terrifié. Il avait mis les choses en mouvement maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand il rentra, Evelyn était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle sourit en le voyant. « Où étais-tu? J'ai dû faire une course, baiser. Comment va Emma? Bien. Elle a demandé pour retourner à l'école la semaine prochaine. Voyons ce que dit le médecin à son suivi. » Ils passèrent l'après-midi dans une chorégraphie prudente, deux personnes qui vivaient ensemble mais n'étaient plus du même côté. Byron se demanda si Evelyn le sentait, le déplacement dans les fondations de leur mariage, si elle sentait que quelque chose de fondamental avait changé. Ce soir-là, pendant qu'Emma regardait un film et qu'Evelyn était à l'étage, le téléphone de Byron vibra, un message du détective Metaf. « Appelez-moi, important ». Byron sortit sur la terrasse arrière et composa « Monsieur Keller ». Nous avons vérifié le passé de Santiago Webster. La voix de Metaf était sombre. Il a des antécédents, 2 plaintes pour contact inapproprié avec des mineurs de villes différentes. Une a été abandonnée, l'autre. Il a plaidé pour un délit mineur. Il n'est pas sur le registre parce que les charges ont été réduites. Mais Byron, il y a un schéma ici. Byron serra le téléphone plus fort. Quel genre de schéma? Il cible des familles où il a accès, se lie d'amitié avec les parents, passe du temps avec les enfants. Il y avait des allégations qu'il n'avait jamais blessé physiquement les enfants avant ça. C'est une escalade. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous obtenons un mandat pour fouiller sa résidence, basé sur ses antécédents et le témoignage de votre fille. Nous avons une cause probable. Nous l'exécutons demain matin. Je voulais vous prévenir. Qu'espérez-vous trouver? Metaf resta silencieux un moment. La vérité, Byron ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé au lit à côté d'Evelyn, écoutant sa respiration, se demandant comment il avait pu être si aveugle. Combien de fois Santiago avait-il été seul avec Emma? Combien de fois Evelyn avait-elle ignoré des signes d'alerte ou facilité l'accès? À 6 heures du matin, Byron abandonna le sommeil et alla dans son bureau. Il tira tout ce qu'il pouvait trouver sur Santiago Webster, registres publics, réseaux sociaux, historique d'emploi. Santiago avait travaillé dans un centre communautaire pour jeunes 3 ans auparavant. Il avait été entraîneur bénévole de basket, il avait eu des emplois qui lui donnaient accès à des enfants. Et Evelyn l'avait accueilli dans leur maison, l'avait laissé seule avec Emma, avait ignoré chaque drapeau rouge. À 9h30, le téléphone de Byron sonna, détective Metaf. Nous avons exécuté le mandat il y a 1 heure, la voix de Metaf était tendue. Byron. Allumez la télé aux infos. Byron attrapa la télécommande et zappa sur une chaîne locale. La bannière en bas lisait « Enquête sur maltraitance d'enfants ». Cache de matériel illégal trouvé. La reporter se tenait dehors d'un immeuble d'appartements modeste. La police a exécuté un mandat de perquisition ce matin dans ce complexe d'appartements de Cambridge, menant à l'arrestation de Santiago Webster, 34 ans. Selon des sources proches de l'enquête, la police a découvert une grande quantité de matériel d'abus sexuels sur enfants, ainsi que des preuves suggérant que Webster pourrait en avoir produit lui-même. La police demande à quiconque ayant des informations sur des victimes potentielles de se manifester. Byron sentit la pièce tourner. Il s'assit lourdement dans sa chaise de bureau. « Nous avons trouvé des milliers d'images et de vidéos, » dit Metaf calmement, certaines téléchargées, d'autres, il les a faites lui-même. Il y a au moins 6 victimes identifiables. Nous travaillons à les localiser. Est-ce qu'Emma? Non. Nous n'avons trouvé aucune image ou vidéo de votre fille. Mais Byron, les choses que nous avons trouvées, cet homme est un prédateur. Votre fille a été incroyablement chanceuse que vous l'ayez découvert quand vous l'avez fait. Les mains de Byron tremblaient. Où est-il maintenant? En détention? Il sera inculpé cet après-midi. Charge fédérale pour le CSAM. Charge d'État pour l'agression sur Emma. Il n'aura pas de caution. Ma femme le sait-elle? Pas de notre part. Mais c'est partout aux infos maintenant. Comme sur commande, Byron entendit un cri de l'étage.
Il lâcha le téléphone et courut. Evelyn se tenait dans leur chambre, fixant la TV avec la main sur la bouche. Les infos montrèrent la photo d'arrestation de Santiago. « Non !» Evelyn disait. « Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Ils ont fait une erreur. Evelyn. » Elle se tourna vers lui. « Tu savais ça? Tu as fait ça? J'ai rapporté ce que Santiago a fait à Emma. La police a enquêté. C'est ce qu'ils ont trouvé. Tu es allé à la police ?» Le visage d'Evelyn était blanc. Derrière mon dos, Byron. « Comment as-tu pu? Comment j'ai pu ?» La voix de Byron monta. « Notre fille m'a dit la vérité et je l'ai crue. Contrairement à toi, elle était confuse. Elle s'est cogné la tête. Santiago ne voulait pas. Il l'a poussée dans les escaliers. Evelyn. Il l'a agressée et tu l'as couvert. Tu as coaché notre enfant de 7 ans pour mentir afin de protéger ton frère. Il a fait une erreur. Il n'a pas fait une erreur. Il abuse d'enfants depuis des années. Ils ont trouvé des preuves. Evelyn. Des milliers d'images. D'autres victimes. Evelyn s'effondra sur le lit, son visage se décomposant. Ce n'est pas possible. Santiago ne ferait pas ça. C'est mon frère. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait et tu l'as choisi, lui, plutôt que la sécurité d'Emma. Ils se fixèrent à travers la chambre. En bas, Emma appela Byron. Il laissa Evelyn assise là et alla voir sa fille. « Papa !» Les yeux d'Emma étaient inquiets. J'ai entendu crier « Tout va bien !» Coccinelle. La police a arrêté oncle Santiago. Il ne peut plus te faire de mal. Le corps d'Emma s'affaissa de soulagement. Vraiment, il va en prison pour très longtemps. Emma commença à pleurer. Non de peur ou de douleur, mais de soulagement. Byron la serra soigneusement, attentif à ses côtes en guérison, et la laissa sangloter contre son épaule. Derrière lui, il entendit Evelyn descendre les escaliers. Elle s'arrêta à la porte du salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Emma, bébé, je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te protéger. » Emma ne bougea pas des bras de Byron. « Evelyn, » dit Byron calmement, « je pense que tu devrais faire un sac. Reste chez ta mère quelques jours. Emma et moi avons besoin de temps. Tu ne peux pas me virer de ma propre maison. Je le peux. L'alternative est ce que j'appelle mon avocate tout de suite et demande une garde d'urgence. Le témoignage d'Emma sur toi, qu'il a coaché pour mentir, est documenté. Tu as mis notre fille en danger. Donc tu peux partir volontairement, ou je peux rendre ça bien pire pour toi. À toi de choisir. » Evelyn regarda Emma, qui avait le visage enfoui dans l'épaule de Byron. Quelque chose changea dans l'expression d'Evelyn. Peut-être la compréhension finale de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait perdu. « Je vais faire un sac », murmura-t-elle. 1 heure plus tard, Evelyn partit. Byron regarda sa voiture sortir de l'allée, emportant sa femme et laissant derrière elle les décombres de leur famille. Il verrouilla les portes et revint vers Emma. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et Byron mit un film pour enfants à la TV, mais aucun d'eux ne le regarda vraiment. Ils restèrent juste assis là ensemble, commençant le long processus de guérison. 2 jours plus tard, le détective Metaf appela avec une mise à jour. Le procureur avance avec des charges contre Santiago, charge fédérale pour CSAM, charge d'État pour agression, et nous travaillons avec d'autres juridictions pour identifier des victimes supplémentaires. Ils risquent 20 à 30 ans minimum. Bien, dit Byron. Il y a autre chose. Une des victimes que nous avons identifiées, une fille dans le Vermont, s'est manifestée après avoir vu les infos. Elle dit que Santiago l'a agressée il y a 3 ans quand il travaillait dans un centre communautaire. Elle l'a dit à ses parents, mais ils ne l'ont pas cru. Ils ont dit qu'elle inventait pour attirer l'attention. Byron ferma les yeux. Combien d'autres? Nous en trouvons plus chaque jour. Mais Byron, votre fille a été courageuse. Son témoignage a été le catalyseur pour tout ça. Sans elle, Santiago serait encore dehors. Après avoir raccroché, Byron alla dans la chambre d'Emma. Elle dessinait à son bureau, son plâtre posé sur un oreiller. « Hé, Coccinelle, je peux te parler 1 minute ?» Emma posa son crayon. « Je suis en trouble. »« Non, jamais. Je voulais juste te dire quelque chose. » Byron s'assit au bord de son lit. « Ce que tu as fait? Me dire la vérité sur oncle Santiago. C'était incroyablement courageux, et parce que tu as dit la vérité, la police a découvert qu'il avait blessé d'autres enfants aussi. Tu as aidé à l'empêcher de blesser qui que ce soit d'autre. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment? Tu es une héroïne? Emma, tu as sauvé d'autres enfants en étant assez courageuse pour dire la vérité, même si ça a fait... » Byron choisit ses mots soigneusement. « Maman a fait une erreur. Une grosse. Elle essayait de protéger oncle Santiago alors qu'elle aurait dû te protéger toi. Mais ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas ta responsabilité de réparer. Tu comprends ?» Emma hocha lentement la tête.
Maman va revenir, je ne sais pas encore. Nous avons besoin de temps pour figurer les choses. D'accord. Emma reprit son crayon. Papa, je suis contente que tu m'aies cru. Je te croirai toujours. Coccinelle, toujours. Au cours des 2 semaines suivantes, l'affaire contre Santiago Webster devint une histoire nationale. Les détails qui émergèrent étaient horribles. Une décennie d'abus, des dizaines de victimes, un schéma soigneusement construit de grooming et d'exploitation. Santiago avait utilisé son charme, ses connexions familiales, son accès aux enfants à travers divers emplois et postes bénévoles. L'histoire domina les cycles d'infos locales. Le téléphone de Byron sonnait constamment avec des reporters voulant des interviews. Il déclina toutes, se concentrant uniquement sur la récupération et le bien-être d'Emma. Evelyn resta chez sa mère. Elle appelait plusieurs fois par jour, pleurant, s'excusant, suppliant Byron de reconsidérer. Il écoutait, mais n'engageait pas. Tracy Ball, son avocate, avait demandé une séparation légale et préparé des documents de garde. « Les actions de votre femme constituent une mise en danger d'enfant », expliqua Tracy lors d'une de leurs réunions. Elle a coaché Emma pour mentir, afin de protéger quelqu'un qui l'avait agressé. Ça seul suffit pour que vous obteniez la garde principale. Mais Byron, vous devez décider ce que vous voulez. Divorce. Réconciliation avec condition. Qu'est-ce qui est de mieux pour Emma? Byron n'avait pas encore de réponse. La trahison était trop profonde, trop fraîche. Comment pouvait-il faire confiance à Evelyn à nouveau? Comment Emma le pouvait-elle? Mais il y avait une chose dont Byron était certain. Santiago Webster ne blesserait plus jamais un enfant, et Byron ferait tout ce qu'il faudrait pour la garder en sécurité. 3 semaines après l'arrestation de Santiago, Byron se tenait dans son bureau examinant des documents préparés par Tracy, papier de séparation légale, la pétition de garde, l'ordonnance restrictive interdisant à Evelyn de prendre des décisions sur les soins d'Emma sans l'approbation de Byron. Son téléphone vibra. Une autre alerte info sur l'affaire. L'inculpation de Santiago avait été reportée parce que les procureurs continuaient à découvrir plus de victimes. Le compte était à 23 enfants à travers 4 États. Emma allait mieux physiquement, ses côtes guérissaient, les contusions avaient pâli et elle avait commencé à voir une thérapeute pour enfants 2 fois par semaine. Dr Sarah était patiente et habile, créant un espace sûr pour qu'Emma traite le traumatisme. Mais Emma avait encore des cauchemars. Elle sursautait encore au bruit fort. Elle avait 7 ans et elle avait appris que les adultes ne pouvaient pas toujours être trusted pour la protéger. Cette connaissance faisait mal à la poitrine de Byron chaque jour. Un coup à la porte d'entrée le tira de ses pensées. À travers la fenêtre, il vit Shirley Webster, la mère d'Evelyn. Byron hésita, puis ouvrit la porte. Shirley paraissait 10 ans plus vieille que la dernière fois qu'il l'avait vue. Son visage était tiré, ses yeux rougis. « Byron. Puis-je entrer ?» Emma fait la sieste. « Je ne suis pas ici pour voir Emma. »« Pas encore. Je suis ici pour te voir. » Byron s'écarta et la laissa entrer. Ils s'assirent dans le salon. Une distance inconfortable entre eux sur le canapé. « J'ai besoin de m'excuser, » dit Shirley calmement. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et j'ai besoin de m'excuser auprès de toi pour avoir élevé Santiago comme je l'ai fait. Pour ne pas avoir vu ce qu'il était, pour avoir fait des excuses. Tu ne savais pas, je savais, ou j'aurais dû... » Les mains de Shirley se tordèrent sur ses genoux. Il y avait des signes quand il était plus jeune. Des choses manquantes des maisons des voisins quand il visitait. Une plainte d'un enseignant pour des attouchements inappropriés. Je me suis dit que c'était un comportement normal de garçon. Qu'il en sortirait. J'ai fait des excuses parce qu'il était mon fils et que je l'aimais. Evelyn a fait la même chose? Je sais. Je lui ai appris à faire ça, à protéger la famille par-dessus tout. Quand Roger est mort, c'était mon mari. Le père d'Evelyn, j'ai dit à mes 2 enfants que nous n'avions que nous devions nous serrer les coudes quoi qu'il arrive. Shirley leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. J'ai appris à ma fille à protéger un monstre au lieu de son propre enfant. Byron. Je suis tellement désolé. Byron ne savait pas quoi dire. Cette femme avait perdu son fils en prison et sa fille à cause de ses propres choix. Elle faisait face à la réalité que la dysfonction de sa famille avait permis des années d'abus. « Que veux-tu de moi ?» demanda Byron. « Rien. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait de mal, ce qu'Evelyn a fait de mal, et je voulais te dire que tu as raison de protéger Emma comme tu le fais. Elle a besoin de quelqu'un qui la mette en premier. » Shirley se leva pour partir. « Une chose de plus. J'ai décidé de témoigner pour l'accusation s'ils en ont besoin contre Santiago. Je leur ai parlé des incidents quand il était plus jeune. Les signes d'alerte que j'ai ignorés, c'est le moins que je puisse faire. » Après le départ de Shirley, Byron s'assit dans la maison silencieuse et essaya de traiter la conversation. Ça ne changeait rien,
Santiago était encore un monstre. Evelyn avait encore trahi la confiance d'Emma et leur famille était encore brisée. Mais peut-être était-ce la première fissure dans le mur de déni de la famille Webster. Ce soir-là, le détective Metaf appela à nouveau Byron. Nous avons identifié toutes les 23 victimes. La plus jeune avait 4 ans, la plus âgée 12. Santiago va partir pour très longtemps. Quand est le procès? Probablement pas de procès. Son avocat parle de plaider coupable. Les preuves sont accablantes. Quel genre de plaider? 35 ans minimum, pas d'éligibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans. C'est une peine à vie en tout sauf de non. Byron sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Bien, il y a autre chose. Quelques familles des victimes veulent vous rencontrer. Toi et Emma, pour dire merci, sans le témoignage d'Emma, certaines n'auraient peut-être pas parlé. Je dois demander à Emma si elle est à l'aise avec ça. Bien sûr, pas de pression, mais ces familles, elles attendent depuis des années que quelqu'un les croie. Votre fille leur a donné ça. Après avoir raccroché, Byron alla dans la chambre d'Emma. Elle était éveillée, lisant un livre sur les animaux océaniques. Et Coccinelle, j'ai besoin de te demander quelque chose. Emma leva les yeux. D'accord. Quelques-uns des autres enfants qu'oncle Santiago a blessés. Leurs familles veulent te rencontrer pour te dire merci d'avoir été courageuse et d'avoir dit la vérité. Tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. Mais serais-tu d'accord? Emma y pense un long moment. Tu seras là tout le temps, juste à côté de toi. Alors d'accord, je veux les rencontrer. 2 jours plus tard, Byron et Emma assistèrent à un rassemblement organisé par des défenseurs des victimes dans un centre communautaire. 12 familles étaient là. Parents et enfants qui attendaient depuis des années la justice. Certains des enfants étaient de maintenant adolescents, ayant subi des abus quand ils avaient été à l'âge d'Emma. D'autres étaient à plus proche de l'âge actuel d'Emma. Leur traumatisme encore frais, Emma tenait la main de Byron fermement. Alors qu'ils entraient dans la pièce, une femme s'approcha d'eux, d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. « Vous devez être Emma? Je suis Patricia. Ma fille Lucie est là-bas. » Elle pointa une fille d'environ 10 ans assise avec son père. « Elle voulait te rencontrer. Ça serait d'accord ?» Emma hocha la tête et marcha avec Byron. Lucie leva les yeux et sourit timidement. « Salut » dit Emma. « Salut. Tu es vraiment courageuse? Toi aussi. » Les 2 filles parlèrent calmement pendant que Byron se tenait avec Patricia et les autres parents. Ils partagèrent des histoires, non sur les abus mais sur l'après. La lutte pour être crue, la honte et l'isolement, le soulagement quand Santiago fut enfin arrêté. « Votre fille a sauvé ma fille », dit Patricia à Byron. « Lucie nous a dit ce qui s'est passé il y a 3 ans et nous ne l'avons pas cru. Nous pensions qu'elle était confuse ou qu'elle inventait. Quand nous avons vu les infos sur l'arrestation de Santiago et le témoignage de votre fille, Lucie nous l'a dit à nouveau. Cette fois, nous avons écouté, mais il a fallu que votre fille soit courageuse d'abord. » Des histoires similaires se répandirent dans la pièce. Parents qui avaient écarté les plaintes de leurs enfants, familles à qui on avait dit qu'elles surréagissaient, enfants qui avaient vécu avec le traumatisme en silence parce que personne ne les croyait. Et puis Emma avait parlé. Elle avait dit la vérité, même si c'était dur, même si ça signifiait que sa mère serait fâchée, même si ça brisait sa famille. Cette vérité avait ouvert l'affaire, cette vérité avait donné à d'autres enfants la permission de parler, cette vérité avait mis Santiago Webster où il appartenait. Byron regarda Emma parler avec les autres enfants, la voyant réaliser qu'elle n'était pas seule, que ce qui lui était arrivé à d'autres, que parler avait compté de façon qu'elle n'aurait pas pu imaginer, c'était la guérison. Réalisa Byron, pas celle qui arrive du jour au lendemain, mais la lente, douloureuse qui vient de savoir qu'on a survécu et aider les autres à survivre aussi. Après le rassemblement, Byron et Emma s'arrêtèrent pour une glace et en route vers la maison, Emma prit sa habituelle au chocolat avec des vermicelles arc-en-ciel, Byron prit café et ils s'assirent dans la voiture sur le parking, mangeant dans un silence confortable. « Papa !» dit enfin Emma. « Quand est-ce que maman rentre ?» Byron avait redouté cette question. « Je ne sais pas. Coccinelle. Maman a fait une grosse erreur et nous avons besoin de temps pour voir si elle peut la réparer. Elle me manque parfois, même si je suis encore fâché contre elle. C'est normal. Tu peux lui manquer et être fâché en même temps. Les 2 sentiments sont réels. Elle te manque ?» Byron y pensa honnêtement. « Oui, parfois, mais je suis aussi vraiment en colère contre elle pour ne pas t'avoir protégé. Vous allez divorcer? Peut-être, je ne sais pas encore. Ça serait d'accord pour toi ?» Emma haussa les épaules, léchant sa glace. « Je veux juste me sentir en sécurité. Et je me sens en sécurité avec toi ?» Byron sentit sa gorge se serrer. « Tu seras toujours en sécurité avec moi ?
Je promets. » Ils finirent leur glace et rentrèrent. Ce soir-là, Byron borda Emma au lit et lui lut 2 chapitres du livre de fantaisie qu'il lisait. Quand elle s'endormit, il s'assit à sa porte un long moment, la regardant respirer, reconnaissant qu'elle soit vivante, en guérison et courageuse. Le lendemain matin, Byron appela Tracy Ball. « Je veux avancer avec le divorce ?» Garde complète d'Emma avec visite supervisée pour Evelyn une fois que la thérapeute d'Emma l'autorise. « Vous êtes sûr ?»« Oui, je suis sûr. » Evelyn a fait son choix quand elle a demandé à Emma de mentir. Elle a choisi Santiago plutôt que sa propre fille. Je ne peux pas pardonner ça. Et plus important, Emma ne peut pas lui faire confiance. Pas maintenant, peut-être jamais. D'accord, je rédigerai les papiers. Après avoir raccroché, Byron sentit un étrange soulagement. La décision était prise. Plus d'attente, plus de doute. Il protégeait Emma de la seule façon qu'il connaissait, en écartant les gens qui avaient échoué à la protéger. Les procédures de divorce avancèrent rapidement. Evelyn ne contesta pas la garde, ne combattit pas les termes de Byron. Elle signa les papiers dans le salon de sa mère et déménagea au Connecticut. Brisée et honteuse, Santiago Webster plaida coupable à toutes les charges dans un accord qui lui donna 38 ans de prison fédérale. Le juge l'appela une menace pour la société et un prédateur du pire genre. Santiago ne montra aucune émotion pendant la sentence, ne s'excusa pas, ne regarda même pas les familles des victimes qui remplissaient à la salle d'audience. Byron assista à la sentence avec Emma, qui s'assit à côté de lui dans sa plus belle robe, tenant sa main. Quand le juge lut la sentence, Emma serra les doigts de Byron et murmura « Il ne peut blesser personne maintenant ?»« Non, Coccinelle, il ne peut pas. » L'histoire fit à nouveau les infos nationales, les grands médias la reprirent. Un père croit le message secret de sa fille et découvre un abuseur d'enfants en série. Byron déclina les demandes d'interview, mais l'histoire d'Emma se répandit quand même. Elle devint, en quelque sorte, un symbole, preuve que les enfants devraient être crus, que par les contes, que le courage d'une personne peut changer tout. Byron s'inquiéta de l'attention au début, mais Emma semblait la gérer bien. Elle comprenait que son histoire était plus grande qu'elle maintenant. C'était surtout les enfants que Santiago avait blessés et tous les enfants qui pourraient être blessés à l'avenir si les adultes n'écoutaient pas. 6 mois après la sentence de Santiago, Byron et Emma dînèrent avec Rod Fuentes et sa famille. La femme de Rod fit des enchiladas et ses ados apprirent des tours de cartes à Emma. Sur le dessert, Rod tira Byron à l'écart. « Tu as bien fait, mon vieux. » Pas tous les pères auraient cru leur enfant quand ça signifiait aller contre sa femme. J'ai juste fait ce que n'importe quel parent devrait faire. Non, la plupart des parents auraient voulu croire l'histoire plus facile. Tu as choisi la dure vérité, ça prend du cran. Byron regarda par la porte où Emma riait à quelque chose que le fils de Rod avait dit. Elle avait encore des cauchemars parfois. Elle voyait encore Dr Sarah 2 fois par semaine, mais elle riait à nouveau, jouait à nouveau, était une enfant à nouveau. C'est elle la courageuse ? Dit Byron. Tout ce que j'ai fait, c'est écouter cette nuit-là. En rentrant, Emma était silencieuse sur la banquette arrière. Byron la regarda dans le rétroviseur. « Ça va, Coccinelle ?»« Oui, je pensais juste que si je ne t'avais pas dit la vérité, oncle Santiago serait encore dehors à blesser des enfants. Mais tu me l'as dit, et tu as été si courageuse de le faire. Je suis contente d'avoir appris le code Morse d'un... » Byron sourit. Moi aussi. Ils roulèrent à travers les rues sombres de leur quartier, passant les maisons que Byron avait canvassées pour des témoins, passant l'endroit où Evelyn avait prétendu qu'une voiture avait heurté Emma. Tant de choses avaient changé en 6 mois, leur famille avait implosé, leur vie avait été retournée, mais Emma était en sécurité, d'autres enfants étaient en sécurité, et Byron avait appris que la protection signifiait parfois tout démolir et reconstruire des ruines. 1 an après l'arrestation de Santiago, Byron et Emma s'étaient installés dans leur nouvelle normalité. La maison était plus calme avec juste eux deux, mais elle se sentait plus sûre. Emma avait fini la 2e année et attendait la 3e. Elle voyait encore Dr Sarah, mais moins fréquemment maintenant. Les cauchemars avaient presque arrêté. Evelyn envoyait des cartes et des cadeaux pour l'anniversaire d'Emma et les fêtes. Elle avait complété un cours de parentage mandaté par le tribunal et un programme de thérapie. Les visites supervisées avaient commencé 3 mois auparavant, 1 heure toutes les 2 semaines dans un centre familial avec un conseiller présent. Emma était polie pendant ses visites, mais distante. Elle répondait aux questions d'Evelyn, acceptait ses câlins, mais il y avait un mur entre elles qui n'était pas là avant, la confiance. Une fois brisée, était dure à reconstruire. Byron ne savait pas si elle le serait jamais, et il avait fait la paix avec ça.
Il avait aussi fait la paix avec autre chose. Il pouvait être le parent dont Emma avait besoin. Il pouvait lui donner stabilité, sécurité et amour sans une partenaire qui avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour protéger leur enfant. Un samedi après-midi, Byron était dans la cuisine en train de faire des sandwichs quand Emma entra en tenant une enveloppe. « C'est quoi ?» demanda Byron. « C'est arrivé par la poste. »« C'est de la maman de Lucie ?» Byron essuya ses mains et l'ouvrit. À l'intérieur, une carte avec une photo, Lucie à sa remise de diplôme du collège, souriante, en bonne santé et clairement épanouie. La note de Patricia disait « Cher Byron et Emma, Lucie voulait que vous voyiez ça. Elle va si bien maintenant. Elle a fait le tableau d'honneur et rejoint le club de théâtre. Elle parle d'Emma tout le temps. Dit qu'Emma est son héroïne. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez d'avoir cru Emma et d'avoir amené Santiago à la justice. Vous avez redonné sa vie à Lucie, avec amour et gratitude. Patricia ?» Emma lut la carte par-dessus l'épaule de Byron. « On peut la mettre sur le frigo ?»« Absolument. » Ils l'accrochèrent à côté des dessins d'Emma et des photos d'école. Un autre rappel que Parlé avait compté, que la vérité avait du pouvoir, qu'une brave fille de 7 ans avait changé des vies. Ce soir-là, Byron et Emma allèrent au parc où Emma jouait avant l'agression. Elle l'avait évité pendant des mois, mais dernièrement elle disait vouloir essayer d'y retourner. Ils apportèrent un ballon de soccer et Emma s'entraîna au dribble pendant que Byron jouait gardien. « Papa, regarde ça !» Emma fit un tour sur elle-même et tira le ballon passer Byron dans le but improvisé. « Bien joué. Où as-tu appris ça ?»« Mia me l'a appris à la récré. » Ils jouèrent jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel en oranges et pourpres. En marchant vers la voiture, Emma glissa sa main dans celle de Byron. « Papa, je suis heureuse. » Byron baissa les yeux sur sa fille. « Cicatrisée mais en guérison, blessée mais survivante, brisée mais se reconstruisant pièce par pièce. »« Oui, Coccinelle, moi aussi. » Ce n'était pas la fin que Byron avait imaginée pour leur famille. Ce n'était pas net ou propre ou facile. Mais Emma était en sécurité. Elle était crue, elle guérissait. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Santiago Webster passerait le reste de sa vie en prison. Evelyn passerait le reste de la sienne à essayer de reconstruire une relation avec la fille qu'elle avait échouée. Et Byron passerait le reste de la sienne à s'assurer qu'Emma savait qu'elle était aimée. Crue et protégée, le cauchemar était fini, la guérison avait commencé, et parfois, c'était sa propre sorte de fin heureuse. 2 ans après la condamnation de Santiago, Byron reçut une lettre du département de la justice. Il voulait qu'il parle à une conférence nationale sur la sécurité et la défense des enfants. Son histoire, ou plutôt celle d'Emma, était devenue une étude de cas sur comment croire les enfants et prendre leur rapport au sérieux pouvait arrêter des prédateurs. Byron montra la lettre à Emma, qui avait 9 ans maintenant et plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Je devrais le faire. » Emma lut la lettre soigneusement. « Ça aidera d'autres enfants ?»« Je pense que oui. Alors tu devrais le faire. »« Mais papa, je veux venir avec toi. Je veux raconter ma partie de l'histoire aussi. » Byron hésita. « Tu es sûr ? C'est beaucoup d'adultes. Beaucoup d'attention. Je suis sûr. Dr Sarah dit que partager notre histoire aide les autres. Et je veux aider. » Donc Byron accepta. Et 3 mois plus tard, lui et Emma se tinrent ensemble à un podium à Washington, D.C., s'adressant à une salle pleine d'officiels des forces de l'ordre, de travailleurs sociaux et de défenseurs d'enfants. Byron raconta sa partie, l'appel de l'hôpital, la conversation en code morse, l'enquête, la décision de croire Emma même quand ça signifiait défier tout le monde. Emma raconta sa partie, avoir peur, être courageuse, apprendre que parler comptait. Le public leur fit une ovation debout. Ensuite, des dizaines de personnes s'approchèrent pour les remercier. Partager des histoires similaires, demander des conseils. Une femme, une défenseur des victimes du Texas, tira Byron à l'écart. « Vous savez ce que fait votre histoire ? Elle montre aux autres parents que croire leurs enfants est possible même quand c'est dur. Même quand ça signifie affronter des vérités inconfortables, vous avez donné aux parents la permission de faire confiance à leurs enfants. » Cette phrase resta avec Byron. Permission de faire confiance à leurs enfants ? Combien d'enfants étaient dehors en ce moment, essayant de dire aux adultes ce qui leur arrivait seulement pour être écartés ou ignorés ? Combien d'autres Emma attendaient que quelqu'un les croie ? Sur le vol de retour, Emma s'endormit contre l'épaule de Byron. Il baissa les yeux sur son visage paisible et pensa à la fille qu'elle avait été à 7 ans. Terrifiée et blessée, clignant un message désespéré à l'hôpital, et puis la fille qu'elle était devenue, forte et articulée, prête à partager son histoire pour aider les autres.
Elle avait survécu. Plus que ça, elle avait prospéré. Byron avait tenu sa promesse. Il l'avait protégée, Crew, et aidé à guérir. Et en faisant ça, il avait aidé des dizaines d'autres enfants à trouver leur voie et leur justice. Santiago Webster avait pris tant à tant de gens, mais il n'avait pas gagné. Les enfants avaient gagné, Emma avait gagné, et Byron, assis dans cet avion avec sa fille endormie contre son épaule, sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis 2 ans, une paix véritable. Le combat avait été long, le coup avait été élevé, son mariage était fini, sa confiance avait été brisée, mais Emma était en sécurité, entière et heureuse. À la fin, ça rendait tout valable. Byron Keller avait fait face à un choix impossible. Croire un mensonge commode ou poursuivre une vérité dévastatrice. Il avait choisi la vérité, il avait choisi Emma, et ce choix avait changé tout. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant, ça compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous y verrai.